Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage. Nous recevons un invité avec qui nous parlerons des questions liées au logement, à l'habitat, aux infrastructures en République gabonaise. Vous le découvrirez dans quelques instants seulement. A tout de suite. C'est un plaisir ce jour que de recevoir le ministre gabonais en charge des transports, de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat. Il s'agit de Léon Armel Bounda Balondi. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir dans votre somptueux bureau. Aujourd'hui, on sait que le Gabon est touché, comme les autres pays du monde, par une actualité assez brûlante. On parle du Covid-19. En ce qui concerne votre département ministériel, puisque les transports, c'est les voies maritimes, aériennes, terrestres et autres. Qu'est-ce qui se fait depuis que cette pandémie touche le monde entier? Monsieur Gaïa, je voulais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur le Gabon 24. Pour venir à votre question, il faut d'abord dire que c'est une question qui touche le monde entier aujourd'hui. Et au niveau du Gabon, sous les hautes institutions du monsieur le chef de l'État, des dispositions ont été prises. Et le chef du gouvernement donc, a déjà mis en place un comité de pilotage et un comité technique. Au niveau des transports, nous avons donc réuni tous les transporteurs aériens, la partie aussi ferroviaire et même maritime. Nous avons donc exploré ensemble les voies et moyens pour nous prémunir de ce qui pourrait nous arriver. Nous sommes un petit pays et nous devons prendre une disposition pour contrer, n'est-ce pas, le Covid-19. J'espère pouvoir revenir avec vous sur ces questions-là en temps, lorsque les décisions seront prises et annoncées par le gouvernement auquel vous appartenez d'ailleurs. Alors, Léon Armel Bounda Balondi, votre département ministériel s'appelle Ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Y a-t-il une cohérence entre ces différents pans? Écoutez, tout d'abord, je voudrais relever que ce département ministériel, qui regroupe en réalité quasiment 3 ou 4 pans, relève d'abord du pouvoir discrétionnaire chef de l'État. Et à mon niveau, je perçois là aussi une cohérence. Parce que les questions de transport, d'habitat, de logement, d'infrastructure sont étroitement liées. Quand vous étiez chez vous dans vos bureaux, vous êtes venu par la route, transporté par un véhicule, vous êtes arrivé ici, dans un bâtiment. Donc, il y a derrière une cohérence. Ceci dit, je vois qu'en termes de cohérence, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous concevons un projet, nous le concevons de façon intégrée et intégrale. Donc, pour moi, fondamentalement, il y a une cohérence dans cette approche que le président a voulu insuffler. Parce que nous prenons tout en compte et nous avons une vision globale et intégrée. À titre d'exemple, lorsque nous faisons une route, nous devons penser en même temps à l'habitat, en même temps au transport. Et pourtant, vous n'êtes plus visible que sur les questions de travaux publics. On a comme l'impression que les autres secteurs seraient laissés pour compte. Je voudrais, si vous permettez, nuancer vos propos. D'accord. Pour vous dire que chaque jour, je travaille sur tous les pans. Il y a des choses qui sont en gestation. Et je vous rassure de ce que je me préoccupe de tous les pans et j'y travaille. Les attentes des populations sont nombreuses, hein, monsieur le ministre. Exactement. Et vous savez que... La route sans le logement sans des terrains viabilisés. Justement, c'est-à-dire que vous savez, la route est un vecteur de développement. Sans la route, il n'y a pas de rail. Sans la route, il n'y a pas d'aéroport. Sans la route, il n'y a pas d'hôpital. Sans la route, il n'y a pas d'assainissement. Sans la route, il n'y a même pas d'agriculture. Donc la route est fondamentale et centrale pour un pays, quel qu'il soit. Si vous avez, par exemple, un chemin de fer, vous transportez des marchandises ou des hommes, mais après, quand vous arrivez, au bout du chemin de fer, il faudrait effectivement prendre la route. Donc la route, si vous voulez, cher monsieur, est au centre de tout. Et donc, effectivement, on doit s'y concentrer. D'autant que, ce n'est pas un secret, notre réseau routier, depuis 9 ans quasiment, n'a pas connu un entretien subséquent. Donc la route me paraît un gros challenge. Et le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, l'a rappelé dans son discours à la Nation, le 30 décembre 2019, pour dire qu'en 2020, il y aura un effort inédit pour la route.
De ce point de vue... Et les populations attendent toujours. Parce qu'il faut reconnaître que les besoins des populations sont en grand nombre au Gabon. Et parlons de la route. Il suffit de faire la nationale pour faire le constat. Naturellement, les populations sont dans l'attente. Attente légitime, j'en conviens. Ceci dit, le gouvernement est en train de mettre en œuvre la machine en marche pour répondre, un tant soit peu, aux préoccupations légitimes de la population. Pour le cas de la RN1, vous avez vu, nous avons vécu des situations difficiles. Mais aujourd'hui, il y a un retour positif parce que nous avons impulsé des actions qui, aujourd'hui, commencent à donner des fruits. Pour ne parler que du PK27 au PK80, en ce moment, la circulation devient plus ou moins fluide. Mais ça, ce sont des travaux qui ne sont pas encore des travaux définitifs. C'est des travaux confortatifs pour l'instant. Et nous y reviendrons peut-être plus avant pour vous détailler ce qui va se faire sur la Transgabonaise, projet phare qui tient au chef de l'État et au Premier ministre Joseph Kobekale. Nous allons y arriver, Monsieur le Ministre. Lorsqu'on se rend, par exemple, à Mimongo, en passant par Tubanga, il faut faire le constat de l'état de la route. Je peux également citer la route Oyem-Minvoul, par exemple. J'espère que vous avez vous-même fait un tour en tant que ministre en charge de ces questions-là. Aujourd'hui, 2009-2020, peut-on féliciter le gouvernement gabonais sur des questions liées à la route? Bon, disons que je préfère que nous puissions voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Naturellement, il n'est pas un secret que de dire qu'aujourd'hui, la route gabonaise a un problème. C'est pourquoi le chef de l'État l'a bien rappelé. S'il parle d'efforts inédits, c'est qu'il a fait un constat que vous et moi aussi pouvons faire. Donc, ce n'est pas un secret. 2009, 2020, tout de même. On annonce de grands projets, mais on ne s'occupe pas de ce qui est existant. Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs, tout de même? Sachez que, monsieur Gaillard, il y a deux choses dans le domaine routier. Vous avez d'une part l'entretien routier, d'autre part, vous avez l'investissement routier. Alors, pour l'entretien routier, par exemple, il faut dire que depuis quasiment plus de 8 années, il n'y a plus de programme annuel ou triennal d'entretien routier. Et ça, c'est un fait indéniable. Et nécessairement, ça conduit à ce qu'aujourd'hui, nos routes présentent cet état de fait. Mais ceci dit, le gouvernement a quand même travaillé. Le gouvernement a travaillé par des actions, je dirais, ponctuelles soutenues. En même temps, nous avons aussi, de l'autre côté, lancé des travaux neufs. Mais nous avons lancé ces travaux avec les fonds propres. Et beaucoup de chantiers se sont malheureusement arrêtés depuis 5 ans. Il s'agit aujourd'hui... Pourquoi? Parce qu'aucun pays africain ne peut soutenir le développement de ces infrastructures par le budget de l'État. Ce n'est pas possible. Aucun pays. D'ailleurs, le réseau routier gabonais Bitume aujourd'hui a été fait avec le concours de nos partenaires techniques et financiers. Et donc, nous avons été ambitieux, mais il faut tirer les leçons du passé pour pouvoir se projeter et avancer. Donc aujourd'hui, nous avons quasiment 500 km de route en arrêt. Il s'agit maintenant de faire un plan pour les reprendre et les achever. Pendant qu'à côté, on parle de la Transgabonaise. Mais écoutez, oui, la Transgabonaise, c'est un axe important donc, qui va de Libreville à Franceville, en passant par ce que nous appelons tous la route économique. Et un protocole a été signé, une convention, d'accord, avec un opérateur, la SAG, pour ne pas le citer. Il s'agit de faire cette route-là, qui va désengorger toute cette axe-là, et qui permettrait à ce qu'il y ait des échanges intensifiés avec les populations, le trafic, marchandises, des personnes et des biens. Donc c'est un projet phare qui tient au chef de l'État et qui va se matérialiser dans les prochains jours. Alors, on ne pourrait pas se permettre de dire que tout est mauvais lorsqu'on parle du bilan sur les questions de route, mais tout de même, que fait-on aujourd'hui de l'axe Port-Gentil-Omboué? On sait que les travaux sont quasiment achevés, il n'y a pas de livraison de façon officielle. Qu'est-ce qui se passe également de ce côté?
Au niveau du projet anti-Omboué, c'était un projet aussi là très très phare qui est achevé. Il y a eu ce qu'on appelle dans notre jargon une réception provisoire. D'accord. Ceci dit, il y a un tronçon, une section avant d'arriver au P40, le pont anti-Omboué. Il y a un tronçon Ferrason-Mbega d'à peu près 22 km qui est en arrêt pour l'instant et que nous recherchons rapidement, n'est-ce pas, à remettre sur pied et à le finaliser. Ensuite, je dirais, je profite de l'occasion pour vous dire que lorsqu'une infrastructure comme celle-là est faite, il faut penser déjà à sa préservation, à son entretien. Nous envisageons, sans faire d'annonce particulière, nous envisageons d'y mettre au moins une station de pesage et une station de péage. Ça me paraît important parce que les ressources générées par ces stations de pesage et de péage vont permettre à ce que nous puissions anticiper sur les dégradations qui adviendraient en exploitation de cet itinéraire. Avant que de passer à un autre sujet, vous me permettrez d'insister, revenir sur un point abordé il y a quelques instants. Que fait-on de l'axe Oyem-Minvoul? Je vous repose la question et vous comprendrez pourquoi d'ailleurs. Oyem-Minvoul Oui. ou Oyem-Eboro? C'est selon. Que fait-on de cela? D'abord, il faut savoir que Oyem jusqu'à Eboro, c'est la nationale 2. La route, en fait, c'est comme un être humain. La route vit. Elle a l'air inerte, mais la route vit. Et lorsque les ingénieurs dimensionnent la route, elle est dimensionnée pour un certain nombre d'années. Et donc, à un moment donné, comme vous, la route prend, je dirais, par une façon un peu triviale, prend un coup. Lorsque nous avons la circulation des poids lourds, nous avons le manque d'entretien, n'est-ce pas? La route prend, naturellement, elle se dégrade. Monsieur le ministre, Oyem-Minvoul, vous me permettrez de vous le dire, Oui. il n'y a presque jamais eu de route construite là-bas, si ce n'est une piste d'éléphant. On sait qu'au Gabon, nous sommes en période de saison de pluie, Oui. et vous comprendrez bien sûr la difficulté de ces populations de pouvoir aller d'un point A à un point B. Exactement. Écoutez, je voulais d'abord parler de la route nationale elle-même, et je viendrai sur Oyem-Minvoul. D'accord. Pour dire que C'est surtout là où se situe alors, la question. c'est une route en terre, n'est-ce pas? Vous savez que nous avons dans cette zone une direction provinciale des travaux publics qui, chaque année, fait un programme de travail annuel. Cette fois-ci, nous allons donc pouvoir remettre à niveau nos engins à nous, la régie, et pouvoir attaquer cet axe important et qui a un impact social sur nos populations. Parce qu'il s'agit ici de donner la mobilité à une population. Vous serez le Premier ministre à le dire, un membre de ce gouvernement au Gabon, en faisant une telle annonce quand même, parce que les populations de Minvoul semblent abandonnées à leur triste sort. Est-ce à dire que de meilleures dispositions seront prises dans les plus brefs délais? Je n'ai pas dit ici que nous allons bitumer cette route tout de suite. D'accord. Non. Mais une route latérité, bien faite et circulable en toute saison. On la fera en latérite pour l'instant. Nous rechercherons des moyens plus tard, mais pour l'instant, elle va être circulable en toute saison en y mettant des matériaux latéritiques. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire rapidement. Et vous savez que dans les temps, dans les années 2000, on avait des routes carrossables en latérite. Et nous roulons sur ces routes à 60 km/h. Donc, c'est ce qui va se faire pour cette route particulièrement et pour d'autres. Quels sont les délais, si je puis me permettre de vous poser la question, hein? Alors, je ne voudrais pas m'avancer, simplement me référer à ce que le chef de l'État a dit dans son discours, Oui. qu'il faut que nous changions de paradigme, que nous passions d'une logique d'annonce à une logique de résultat. Je voudrais vous dire simplement que ça se fera dans de meilleurs délais. Parce qu'en ce moment, nous travaillons sur un programme national. Parce qu'il n'y a pas que Minvoul qui est la route est mauvaise. En ce moment, les routes en terre sont mauvaises partout, quasiment. Et nous travaillons sur un plan d'urgence pour d'abord résorber ce que nous appelons dans notre jargon tous les points noirs. C'est-à-dire les points où le trafic peut être interrompu. Il faut d'abord les résorber. Ensuite, nous allons passer à la phase supérieure, c'est-à-dire asseoir un mécanisme qui garantisse un entretien pérenne de toutes nos routes au Gabon, en mettant en place un dispositif de financement dédié
entretien routier qui a disparu il y a quelques années, que nous tentons de remettre en place. Parce qu'effectivement, sans aucun de financement, on ne peut pas avoir des routes entretenues, naturellement, ni par la régie, ni par les opérateurs privés. Il faudrait avoir des financements. Parce que financer l'entretien routier par le budget de l'État est une limite, une grosse limite. D'accord. Monsieur le ministre, on espère que votre gouvernement n'oubliera pas également l'axe OIM jusqu'à la frontière avec la Guinée équatoriale, parce que pour de nombreux Gabonais, lorsqu'on se rend en Guinée équatoriale en passant par OIM, on a des sueurs froides, rien que par l'état de la route, alors qu'après le poste de contrôle, pour aller en Guinée équatoriale, on a l'impression d'être en plein cœur de la capitale gabonaise, peut-être sur le boulevard. Je voudrais premièrement vous informer de ce que nous avons eu un financement de la CEAC et en ce moment, une étude est en cours. D'accord. Une étude de faisabilité est en cours. Après cette étude en question, nous rechercherons le financement pour bitumer OIM Assok Médecins. D'accord. Et ça va se faire dans les prochaines années ou les prochains mois. D'accord. C'est vous le ministre en charge de ce secteur-là. Votre département ministériel, c'est aussi le secteur des transports. D'ailleurs, on avait abordé cette question sur l'actualité en parlant du Covid-19. Qu'en est-il aujourd'hui de la Sogatra? Écoutez, la Sogatra est une entreprise publique en difficulté. Ce n'est pas un secret. Ouais. Je suis en poste depuis le 2 décembre 2019. J'ai pris mes fonctions le 6 décembre 2019. Et depuis lors, j'y travaille. D'accord. Et à la continuité du service public, qu'avez-vous trouvé, monsieur le ministre? Non, pour dire que selon le conscient collectif, Sogatra est une entreprise à l'agonie. D'accord. Je voudrais me permettre ici, monsieur Agaya, de citer un homme politique français qui disait ceci, il s'appelle Christian Blanc. Il disait, il n'y a de déclin ou de fatalité que s'ils sont par avance acceptés. Moi, en tant que ministre des Transports, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et sous les hautes institutions du chef de l'État, je peux vous dire qu'il faut regarder Sogatra comme un verre à moitié plein. Parce que, pour le conscient collectif, nous pensons tous que Sogatra ne fait que du transport urbain, interurbain de personnes. Or, ce n'est pas le cas quand vous lisez ces statuts. D'accord. Et nous pouvons vivifier, si je peux me permettre, Sogatra, en y implémentant d'autres axes qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été explorés. Alors que pendant ce temps, le gouvernement parle de la création d'une autre entreprise, Transurb. Alors, vous parlez d'une entreprise quasiment à l'agonie. Les employés sont quasiment, enfin, ils sont à 7 mois sans salaire. Vous êtes mieux placé que moi pour aborder la question. Pourquoi la création d'une autre entreprise, alors qu'on ne serait même pas capable d'entretenir ce qui serait à l'agonie, tenter de la relever, peut-être? Alors, premièrement, vous savez, lorsque vous voyez qu'il y a un problème, il serait intéressant d'abord de s'intéresser aux causes. D'accord. C'est important. Ouais. Avant de dire quoi que ce soit, intéressons-nous aux causes. D'abord, pourquoi Sogatra est arrivé là? C'est vous le ministre, dites-nous. Je sais. D'abord, premièrement, je pense, de mon homme d'avis, qu'il y a d'abord un problème de gouvernance. D'accord. Lorsque vous employez des compatriotes qui n'ont même pas de tâches à faire et qu'on est dans le tout social, si vous avez une masse salariale insoutenable, comment voulez-vous qu'un peu soit viable? Ce n'est pas possible. Donc il y a déjà ça, le problème de gouvernance qu'il faut gérer. Ensuite, naturellement, il y a aussi eu d'autres phénomènes qui ne sont pas reluisants. Je ne citerai pas ici. Mais pour répondre à votre question, pourquoi Transurb? Beaucoup de commentateurs se posent cette question. Quelle serait la plus-value? Justement, pour vous dire que, premièrement, c'est une instruction claire du chef de l'État. D'accord. Le chef de l'État donne la vision. On abandonne ce qui est à l'agonie et puis on crée autre chose. Du tout. Donne la vision et le technicien matérialise sa vision. D'accord. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il y a un problème qu'on règle avec ça. C'est un problème de mobilité de nos compatriotes. D'accord. Le besoin est immense. Le ministre des Transports que je suis n'est pas du tout dérangé par la coexistence de deux entités publiques. D'accord. Sauf que nous pouvons entrevoir un champ d'action pour chaque entreprise. Ensuite, nous allons migrer vers un changement institutionnel
qui permettrait à ce que nous passions d'un établissement public classique à un établissement d'économie mixte, où nous ferions entrer dans le capital social des privés. D'accord. Pour que nous coupions le cordon ombilical avec l'État en termes de subventions. Et ça, c'est possible. Nous pouvons avoir des entreprises viables où l'État n'injecte pas d'argent et qui sont très viables. C'est possible. En ce moment, nous travaillons sur des business models. Et ça va se faire. Et les arriérés des employés seront-ils payés, monsieur le ministre? Écoutez, à ce niveau, tout ce qui est passif est en train d'être revu. Parce que, vous savez, en termes de passif, les salaires, encore, c'est incompressible. Ça se voit clairement. Mais tout ce qui est dette sociale et fiscale et haute dette, il faudrait premièrement faire un audit de ces dettes. D'accord. Parce qu'on peut annoncer un montant aujourd'hui, mais avec un audit, on peut le réduire de façon substantielle. Et pendant ce temps, de nombreux Gabonais sont parfois envoyés à la belle étoile par leurs bailleurs et autres parce qu'ils sont à 7 mois sans salaire. Ils ont des décès qu'ils enregistrent au sein de la Sogatra. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures sociales qui pourraient être mises en place de façon à aider justement le temps que des audits soient élaborés, que des mesures sociales soient bien mises en place? Exactement. Alors, je conviens avec vous que nous nous intéressons à nos compatriotes, à leur situation sociale. J'ai donc instruit le nouveau directeur général de rapidement répondre à ces questions. Et il va me soumettre dans les jours qui suivent un plan d'action cohérent pour répondre à ces problématiques. Si vous étiez devant ces employés de Sogatra, 7 mois sans salaire, que leur direz-vous? Écoutez, je pense quand même qu'il faut faire des efforts déjà en interne pour commencer à faire un plan d'action où on apure progressivement la dette. Et ensuite, faire en sorte que nous ne puissions plus accumuler d'autres mois de salaire. Donc, vous voyez un peu ce que je leur dirais, c'est épurer, resserrer les coudes, voir comment l'entreprise peut se mettre sur les rails, pour parler un peu comme ça. Mais il faudrait ramener les choses à la normale. D'accord. Transurb arrive, en plus de l'existence de Sogatra. Combien ça coûte à l'État gabonais la création d'une nouvelle entreprise en matière de transport? Bah, écoutez, je pense que... Pardonnez ma question. Hein, oui, non, je pense qu'Ali Bongo Niba a parlé à chaque fois de transparence. Désormais, non, il veut... transparent. Voilà. Je ne parlerai pas forcément de chiffres. Mais il faut dire que lorsqu'une entreprise se met en place comme celle-là, on a acquis des bus, c'est un coût. Derrière tout ça, il faut mettre les hommes, il faut mettre les outils logiciels, les locaux, les hangars, c'est un coût. Oui. Mais je ne vais pas m'avancer pour vous donner un coût exact, mais ceci a quand même un coût, naturellement. Mais ce qui intéresse les Gabonais, c'est d'abord savoir quels seront les arguments pour que Transurb, n'est-ce pas, soit une entreprise viable et pérenne. D'accord. Alors, je vous répondais pour vous dire que nous allons y mettre un accent particulier sur la gouvernance. Les effectifs qui seront dans cette entreprise vont être des effectifs qui sont calculés. Nous avons par exemple des ratios au niveau de la Banque mondiale qui nous disent que pour un bus, il faut 3 ou 4 chauffeurs. N'est-ce pas? Ça va être appliqué. Il ne s'agira pas ici de faire du tout social. Il s'agira d'employer des compatriotes qui vont y travailler et qui auront des tâches à exécuter. Qui seront payés et ne vivront pas la même situation que ceux de Sogatra. Exactement. On va éviter ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on s'inspire du passé pour mieux se projeter à l'effet de donner à Transurb une viabilité dans le temps et qui rassure non seulement les gouvernants, mais aussi nos compatriotes. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission Décryptage sur Gabon 24. Nous nous retrouverons dans quelques secondes seulement pour la deuxième partie et nous resterons sur des questions justement liées au transport, puisque le transport, les transports, c'est aussi le train, par exemple. Exactement. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. Deuxième partie de cette émission Décryptage avec notre invité. Il s'agit de Léon Armel Bounda Balondi. Il est le ministre gabonais en charge des transports, de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat. Monsieur le ministre, pour cette deuxième partie de cette émission, je vous le demandais déjà à la fin de la première partie. Aujourd'hui,
On parle de la voie ferrée, on parle du train au Gabon, les déraillements sont légion. Qu'est-ce qui se passe? Que dire? Premièrement, comme je l'ai dit pour la route, le rail est une infrastructure qui est construite pour une durée de vie. Aujourd'hui, le rail gabonais a plus de 40 ans. Aujourd'hui, les volumes ont augmenté sur le rail. Nécessairement, tout ceci conjugué avec les zones dites instables sur le rail pose problème. Et donc, en ce moment, effectivement, les problèmes sont là et il y a un programme, le programme de rotation du chemin de fer qui est en route pour résorber ces points à l'effet de restaurer notre rail qui doit soutenir notre croissance. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire pour le rail. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une deuxième ligne, par exemple, de chemin de fer? Écoutez, premièrement, il faut savoir que déjà, nous avons au niveau du sud-est, notamment à Mwanda, au niveau de Konja, des minerais donc de manganèse, dont les volumes vont augmenter. Il faut donc tout ça évacuer. Nous avons aussi du bois qu'il faut évacuer. Mais en l'état actuel du rail, ça va être difficile de tout acheminer. Tout naturellement, dans un premier temps, nous pensons à réparer le rail avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Mais en même temps, il faut être dans la prospective pour penser naturellement à une deuxième voie. Alors cette voie, ce que nous pensons, c'est la faire, exactement, mais cette fois-ci, par un modèle économique qui pourrait être soit du BOT, soit du PPP, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent Building, Operating and Transfer. C'est-à-dire qu'un promoteur viendrait, mettrait son argent et exploiterait la voie pendant ce nombre d'années. Ce qui ferait que l'État ne dépenserait pas de ses caisses de l'argent. C'est des modèles qui existent par ailleurs. Donc voilà à peu près à long terme ce que le Gabon envisage de faire. Et c'est une instruction du chef du gouvernement, Chokro Bekale, qui m'a instruit d'y réfléchir profondément. Et c'est cette voie que je voudrais modestement y aller parce que c'est une bonne alternative pour notre pays. Et que doit-on retenir justement sur le court terme? Qu'est-ce qui sera fait? Alors, d'abord sur le court terme, quand je suis arrivé, j'ai fait un diagnostic de la situation. D'accord. Je l'ai fait d'abord par une méthode japonaise qui s'appelle Ishikawa. Et j'ai montré qu'effectivement, le rail gabonais est malade. Mais en amont, j'ai vu les causes, toutes les causes. Donc, ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est que nous allons attaquer ces causes pour renverser l'effet négatif actuellement. Il n'y a pas de solution magique. D'accord. Le rail est malade, par exemple. Il y a des zones instables. En français facile, ce sont des zones où nous avons des arrivées d'eau sur la plateforme. D'accord. Et donc, au passage des trains, naturellement, ces zones sont très faibles. C'est comme du matelas. Il faudrait rapidement résorber ces points. Au départ du projet, il y avait 34 points. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, on a identifié 84 points au total. Il faut les résorber. Mais pour les résorber, il faut en face des entreprises qui y travaillent, il faut du contrôle, il faut du temps, il faut des moyens. Les moyens, nous les avons. Maintenant, il faudrait que les entreprises se mettent à pied d'œuvre de façon conséquente pour pouvoir donner des réponses urgentes aux populations gabonaises qui attendent de ce chemin de fer. Là, vous parlez de projet, hein, vous parlez de ce que vous comptez initier. Or, non. Je suis tenté de demander, est-ce que les Gabonais doivent se dire que désormais, les déraillements de train, c'est notre quotidien, et puis on y va, on attend que le gouvernement trouve une solution? Non, non du tout. Déjà, pour vous rassurer, il y a 3 opérateurs qui travaillent sur le rail en ce moment, qui le réhabilitent aujourd'hui, qui ont des marchés passés par la CETRAG, financés par les bailleurs de fonds et par la TVA au Gabon. Donc, ces opérateurs travaillent, mais j'ai instruit les services pour leur dire d'augmenter le nombre d'entreprises pour aller très vite. Parce que si vous avez 50 problèmes, je parle de façon un peu simple, et si vous avez 4-5 entreprises ou 10, il va de soi que le délai, n'est-ce pas, va être réduit.
parce qu'on va apporter des solutions urgentes. Aujourd'hui, il n'y a que 3 entreprises qui travaillent. Il faudrait augmenter le nombre d'entreprises qui vont travailler sur le rail. Ça me paraît une action urgente. Et à cet effet, j'ai déjà mis en place un comité de pilotage. Parce que j'ai vu qu'il fallait effectivement aider la CETRAG et notre opérateur, l'ARTEF, pour mieux implémenter ce projet hautement stratégique et névralgique pour le Gabon. Parce qu'il soutient la croissance. Donc, on va commencer à travailler et apporter des solutions immédiates et faire un plan d'action pour éviter tout incident et tout accident. D'accord. Et donc, vous rassurez les populations? Écoutez, je rassure les populations de ce que les mesures sont prises. Naturellement, le risque zéro n'existe pas. D'accord. Mais nous allons anticiper. Omar Bongo avait Air Gabon. Vous, Oui. aujourd'hui, sous Ali Bongo Ondimba, qu'avez-vous? Mais écoutez, je pense que les populations gabonaises, d'ici quelques temps, vont peut-être voir ce qui va se passer pour répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins, qui me paraît aussi fondamental. Parce que nous sommes bien situés, le Gabon, et c'est normal que le Gabon aspire à avoir sa compagnie aérienne. Ceci dit, nous avons eu Air Gabon. Il faudrait, avec du recul... Vous me permettrez de dire Air Gabon d'Omar Bongo Ondimba. Exactement. Voilà. Et qui était une bonne entreprise. Hein. Mais comme l'œuvre humaine n'est pas parfaite, il s'agit ici de regarder ce qui n'a pas marché et ce qui a marché pour mieux se projeter. De mon point de vue, si nous mettons en place une nouvelle entité gabonaise, une nouvelle Air Gabon, il faudrait effectivement que nous puissions analyser le passé pour avoir une entreprise qui soit viable et pérenne. Ce gouvernement travaille beaucoup, on l'aura compris, à travers vos dires, finalement, de compagnies maritimes, nationales aussi. Elles se font certainement, elles sont devenues fantômes, je ne sais pas, quelle expression vous me prêterez, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, mais nous avons donc la CNII qui est là, qui pour le moment a un seul navire, ce n'est pas un secret, mais il faudrait, comme je l'ai rappelé tantôt, souvent que nous puissions regarder le verre à moitié plein. Pour dire que cette entreprise peut être viable, il suffirait d'être imaginatif, de s'ouvrir à de nouvelles méthodes. À titre d'exemple, nous pourrions avoir un partenariat de type PPP avec un opérateur qui viendrait avec ses navires, ses bateaux, et nous ferions un contrat avec la CNI pour que l'entreprise puisse être viable dans la durée. Et à cet effet, j'ai donc instruit le nouveau directeur général de nous mettre en place un business model qui permettrait, n'est-ce pas, d'avoir une entreprise dans ce secteur-là, non seulement pour l'action maritime, lagunaire et fluviale. C'est un point important aujourd'hui. Et donc, il y travaille, et dans les jours qui vont venir, on aura un plan clair pour répondre à cette problématique aussi importante pour un pays qui a de l'eau presque partout. Monsieur le ministre, doit-on croire que nous sommes dans un nouveau Gabon avec de nouvelles dispositions en matière de transport? Dites-nous, en fait, finalement, c'est quoi les transports au Gabon? Ok, écoutez, merci pour... Sogatra endeuillé, Transurb, on ne sait pas si ça verra le jour, les trains, les déraillements. D'accord, écoutez, je crois que je veux répondre à votre question sur un seul axe. D'accord. Pour moi, en tant que ministre des Transports, ce que je proposerais aux hautes autorités... Vous en faites partie, hein? Tout à fait. D'abord. D'abord, j'ai un chef, le Premier ministre du gouvernement, D'accord. et le président de la République qui m'a fait le plaisir de me mettre à ce poste. La vision que je voudrais leur proposer, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faudrait que le Gabon, n'est-ce pas, fasse d'autres attelages institutionnels. Nous avons la loi 11422 qui nous permet d'avoir des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés à participation financière publique. Il s'agit ici, dans le secteur du transport, pour votre question, d'arrêter d'avoir des EPIC classiques qui n'apportent rien à l'État et qui sont subventionnés par l'État. Le modèle de demain que je proposerai aux autres autorités, c'est d'avoir des modèles où l'État ne subventionne pas. D'accord. Au contraire, ces entreprises seront viables parce qu'elles payeront l'IS à l'État gabonais. C'est-à-dire que sur le plan macroéconomique,
elles participeront à la croissance. C'est ça les modèles qu'il faut proposer, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et la loi 1182 est tout à fait éloquente pour ce modèle de société. Ensuite, nous y mettrons un accent sur la gouvernance. Audit régulier, important à faire. Et ensuite, le management doit être sélectionné par appel à candidature. Voici les axes que je voudrais humblement proposer aux plus hautes autorités. De ce point de vue, je pense que si nous y arrivons, nous répondrions déjà, un tant soit peu, à la question que vous avez posée. Alors, je vous repose cette question sous une autre forme. Oui. Selon vous, les Gabonais que vous rencontrez chaque jour, parce que vous êtes d'ailleurs un bon sportif, vous nous le disiez dans les coulisses, sont-ils satisfaits de la qualité des transports au Gabon? Mais écoutez, la qualité des transports au Gabon est étroitement liée aussi à la question de la route. C'est tributaire. Parce que si vous avez des véhicules qui rencontrent des nids de poules partout, les coûts d'exploitation de véhicules vont augmenter. Aujourd'hui, je dirais que, pour ne pas avoir une réponse tranchée, c'est que le sentiment des Gabonais est mitigé. Ce qui s'explique. Nous avons connu des agréments ci et là, dans les voiries et dans la route nationale. Je peux dire effectivement que c'est assez mitigé. Ceci dit, le gouvernement travaille pour y apporter des réponses aux préoccupations des Gabonais à l'effet de changer la donne. Mieux répondre à la problématique. Nous y travaillons en faisant en même temps les routes et en incitant des mesures pour améliorer la partie transport. Aussi bien transport urbain, interurbain, suburbain, transport aérien, transport maritime et fluvial, transport par la voie ferrée. Ces questions sont au centre de nos préoccupations et d'ailleurs, ces questions sont toutes relevées dans le programme d'action prioritaire du gouvernement PAPG. Monsieur le ministre, il y a une question que je suis obligé d'aborder avec vous. Vous le savez, les nominations sont à la discrétion du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, je crois que les dénominations des ministères aussi, parfois, sont posées sur sa table à lui. Vous avez malheureusement l'habitat. 5 000 logements par an en 2009, je crois que vous avez entendu parler. Il y a eu, même d'ailleurs, à une époque, un vice-premier ministre en charge de l'habitat qui s'est rendu du côté de la zone d'Alhambra pour faire déguerpir des populations, disait-il, des populations qui squattaient ces logements-là, alors qu'ils étaient abandonnés et croupissaient dans les hautes herbes. Aujourd'hui, qu'en est-il du secteur de l'habitat au Gabon? Il y a des maisons qui sont disponibles, nous dit-on, du côté de la SNI, mais elles coûtent pour certaines plus de 25 millions de francs CFA. Le Gabonais de Kingele, de Mabanda, est-il capable de s'offrir une maison de la sorte? Mais dites-nous d'abord, qu'en est-il du secteur de l'habitat au Gabon? D'abord, premier bilan dans ce diagnostic du secteur. Quand j'ai pris mes fonctions, quand j'ai fait le tour, j'ai constaté avec regret que la partie habitat était un secteur où il y a beaucoup de préoccupations. Dans ce secteur, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son premier mandat, a effectivement promis aux Gabonais l'accès au logement, à l'amélioration de leurs conditions de vie. Sans cesse, il le répète, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Je crois à juste titre que un Gabonais qui a un logement décent, il peut être heureux. Est-ce le cas aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas totalement le cas. Le chef de l'État a mis beaucoup de moyens depuis 2009 pour matérialiser sa vision. Malheureusement, il y a eu des fortunes diverses et variées. Beaucoup de projets sont sortis de terre, malheureusement ne sont pas achevés. Nous, en tant que ministre en charge de l'habitat, avons fait ce constat et devons y apporter des réponses aux Gabonais. Nous avons commencé à y travailler. Encore, monsieur le ministre? Oui. Le logement au Gabon ne date pas de 2009 tout de même. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, 2016 encore. Le président est revenu sur certaines de ses promesses et parlant de logement, il y avait comme une lueur d'espoir. Vous me permettrez de dire,
au nom de ces Gabonais de Nkembo que c'est le chaos. Voilà. Question habitat. Bon, disons que, en fait, si vous voulez, effectivement, nous en convenons tous hein, qu'il y a des efforts à faire. D'accord. Ça, c'est clair. Nous sommes d'accord. Nous partageons le constat. Et aujourd'hui, nous, en fonction, allons proposer des solutions viables pour un temps soit peu donner des réponses palpables aux compatriotes. Qu'avez-vous trouvé lorsque vous êtes arrivé à cette fonction? Il y a la continuité du service public. Mais écoutez, j'ai trouvé plusieurs projets, notamment le projet 3800 logements de l'ASNI, mais qui, malheureusement, n'est pas terminé. Il faut achever ces projets. D'abord, disons, en action 1, c'est d'abord faire un bilan de ce qui s'est passé. Ça me paraît important. Le chef de l'État a mis des moyens. Il faudrait faire un audit, d'abord, de tout ça, pour voir ce qui s'est passé. Tirer les conclusions. Maintenant, se projeter. Premièrement, il s'agit d'abord de terminer ces logements. Ça paraît important. On ne peut pas laisser ces logements en état. Il faut les achever par tous les moyens. Ensuite, se projeter. Alors, tout à l'heure, vous disiez que celui qui a Malinga ou à Moningi Binza, comment peut-il avoir un logement? Et aujourd'hui, les techniciens ne s'interrogent pas assez. Dans nos projets, on n'intègre pas la dimension socio-anthropologique. C'est-à-dire que si je conçois une maison pour quelqu'un qui est à Léconie et qui est à Mbigou, ce n'est pas la même maison. Mais malheureusement, dans nos projets, nous avons l'impression que tous les programmes immobiliers sont les mêmes partout. Mais ce n'est pas normal. Ça, nous allons le corriger. Nous allons essayer, un temps soit peu, de valoriser nos matériaux locaux. Parce que le Gabon a le privilège d'avoir plusieurs matériaux locaux, malheureusement non valorisés. Et avec mon collègue de l'enseignement supérieur, nous allons mettre ensemble une plateforme pour que les chercheurs gabonais nous proposent des solutions innovantes. D'accord. Et pendant ce temps, les Gabonais croupissent dans des maisons de fortune parce qu'il faudra attendre l'étude de tout cela par ces chercheurs qui... Non, non, du tout. C'est-à-dire que j'ai donné là un axe d'amélioration. D'accord. Mais en même temps, en 2020, nous allons commencer à avoir des solutions pour déjà terminer ce qui a commencé. Nous avons des discussions à un haut niveau avec des opérateurs extérieurs qui veulent nous accompagner. Donc, je ne peux pas ici déjà tout dire. Mais dans tous les cas, la question est prise très au sérieux parce que cette question tient à cœur, chef de l'État. Pensez-vous que vous y arriverez puisque les gouvernements se succèdent au Gabon et chaque ministre, dès son arrivée, pense d'abord à mener des études. Et puis, au bout de 6 mois, il y a un remaniement ministériel, un autre arrive, vient également encore mener des études. Pensez-vous que vous y arriverez? Écoutez, le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire de nommer les responsables au poste. J'ai eu sa confiance et je l'en remercie. Si je suis là pour quelque temps, je vais essayer, un temps soit peu, d'apporter des réponses fiables au logement. S'il ne vous reste que 3 semaines en tant que membre de ce gouvernement, mais bon, surtout à cette fonction, vous n'apporterez jamais de solution, malheureusement. Cela prouve à suffisance, on a l'impression que la continuité du service public au Gabon n'existe pas. Mais non. Premièrement, si nous arrivons déjà à terminer les logements qui ont commencé, c'est une solution, déjà. C'est clair. Et ensuite, si nous arrivons à valoriser nos matériaux locaux, c'est une solution. Donc, tout ceci est là pour dire qu'on y pense. Et récemment, nous avons reçu la BAD, ici, dans nos bureaux, qui nous a proposé un modèle qui va être bientôt implémenté avec la CDC, où nous aurons à faire donc, les modèles économiques pour que les compatriotes accèdent au logement. Et ça, c'était imminent. Donc, voici un politique qui va nous aider à mettre ces politiques-là en œuvre. Et ensuite, il y a beaucoup d'investisseurs extérieurs qui cherchent à venir au Gabon pour nous faire le logement. Maintenant, il faut trouver un mécanisme simplement pour rassurer nos interlocuteurs. Et il y a aussi des débats qui seront posés de façon transversale. À titre d'exemple, le FNH, qui jadis appartenait à l'habitat, n'est plus à l'habitat. Mais il faudrait que nous posions cette question. C'est un volant de l'habitat. Si nous avons ce volant ici, on peut lever des fonds pour pouvoir implémenter des projets. Donc, autant de questions qui me paraissent importantes, qui seront posées et qui devraient être solutionnées pour apporter des réponses aux attentes
de nos compatriotes. Monsieur le ministre, les populations qui habitent les logements d'Angonje, ces logements sociaux, payent chaque fin du mois. Savez-vous aujourd'hui où passe cet argent? Concrètement, je vous pose la question pour avoir discuté avec certains d'entre eux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent pour réceptionner ces fonds-là alors que c'est de l'argent qui devrait aller dans les caisses de l'État. Il y a comme un système qui sera entretenu. Êtes-vous informé de cela? Bon, de ce que je peux savoir, c'est la question. Ceux qui ont signé des contrats au niveau d'Alhambra payent des loyers à l'agence comptable de l'ANTTC pour l'instant. Et je voudrais rapidement faire un diagnostic pour corriger ce qui a corrigé, rapidement. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour cette question d'Alhambra, qui aussi est une question assez épineuse, parce qu'à cet endroit vivent des compatriotes et les conditions ne sont pas optimales et ne peuvent pas plaire au chef de l'État. Mais on va essayer rapidement d'apporter quelques solutions à ces compatriotes rapidement. Monsieur le ministre, il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. Vous avez, malheureusement, vous me permettrez de le dire une fois de plus, les infrastructures. Je suis tenté de vous demander, qu'en est-il de la baie des Rois? Écoutez, la baie des Rois, c'est un projet que je n'ai pas eu le temps encore d'examiner. Je viens d'arriver. Je ne peux pas embrasser toutes les questions en même temps. Ouais. Je voudrais que vous me permettiez que je m'y penche au moment venu. Alors, si on parlait des infrastructures au Gabon, où, sinon lequel, vous rendrez fier, vous, en tant que ministre en charge de cette question? Écoutez, nous avons quand même fait la route pour l'Anti-Ombré. C'est déjà bien, mais il faut continuer. Et nous avons d'autres projets. Nous avons lancé il y a cela 6 ans ou 7 ans, mais qui sont en arrêt. Il faut rapidement, disons, les reprendre. J'ai déjà instruit mes services pour qu'ils me donnent un plan d'action clair pour les reprendre. Il y a aussi la partie assainissement qui est en train d'être faite. Vous avez vu le bassin de Zayon qui est en train d'être aménagé par l'Union européenne et par le Gabon. Ça va se poursuivre. Mais pour vous dire qu'en termes d'infrastructure, il faut que nous pensions vraiment à l'entretien. D'accord. Bassin versant, vous-même vous en parlez déjà. J'allais le faire, monsieur le ministre. Lorsque vous arrivez dans les PK, naturellement la zone plein ciel et autres, les inondations règnent en maître. Cette zone, parlons des bassins versants, il aurait été dit à une époque que l'argent aurait été détourné par un compatriote gabonais. Bon. Finalement, la suite donnée à ce dossier. Écoutez, d'abord, en dehors de ce qui a pu être fait, il faut d'abord que vous sachiez que lorsqu'il y a une inondation, quelles sont les causes fondamentales? Lorsque nos compatriotes construisent dans des zones dites non édificantes, lorsque nous bouchons l'île de rivière, mais c'est quoi la réponse de tout ça? L'eau cherche sa route. C'est clair. Donc, il y a d'une part l'instabilité des usagers que nous sommes, même de l'administration aussi. Donc, ça va se corriger. Et nous avons, avec l'AFD, établi un schéma directeur d'assainissement, Libreville, qu'il faut maintenant mettre en œuvre en aménageant nos bassins versants. Donc, ça, c'est des choses qui vont se faire, mais il faudra rechercher les financements aussi pour y arriver. Mais il faudrait aussi beaucoup plus de pédagogie. Parce que quand vous voyez même un canal aménagé où nos compatriotes y jettent des pneus, des congélateurs, ainsi de suite, mais monsieur, quand il pleut, il y a des crues, ça monte et ça envahit donc les espaces. Donc il y a aussi un effort ici à faire auprès de nos compatriotes. C'est que ces canaux ne sont pas faits pour être des dépotoirs. Non. Donc lorsqu'il y a des inondations, tout de suite on pense à l'État, mais malheureusement, il y a une grosse part de nos compatriotes. Il faut éduquer les masses, à mon avis. Mais pour la part de l'État, on va implémenter le schéma directeur d'assainissement de Libreville et d'autres villes du pays. Un mot de la fin, monsieur le ministre. Écoutez, un mot de la fin, c'est que je suis tout à fait heureux d'avoir eu cette opportunité. Je suis conscient de la tâche qui m'attend, conscient de la confiance faite par les plus hautes autorités. Et je voudrais modestement essayer de rendre, n'est-ce pas, la confiance qui m'a été accordée par l'atteinte des objectifs, le résultat, l'action. C'est ce qui va m'animer. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Et comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul,
ne peut réussir. Et donc, c'est avec mes collaborateurs, avec le gouvernement, que nous arriverons à apporter des réponses aux questions posées par la population. Et notre département est central en ce qu'il est visible par les populations. Le logement, l'habitat, le transport, c'est des questions centrales qui sont quasiment vitales pour le peuple gabonais. Et ces questions tiennent énormément au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je terminerai en disant que dans le cadre du management, nous y mettrons un accent sur l'éthique. Parce qu'il ne s'agit pas ici, il s'agit ici plutôt, autant pour moi, de changer de paradigme. Nous devons, à chaque fois devant une situation, nous poser 2 questions. La première, quand j'ai le document à signer, quel est mon intérêt? Et quel est l'intérêt du plus grand nombre? On fait la balance. Une fois que la réponse est l'intérêt du plus grand nombre, en ce moment, je m'y engage parce que l'intérêt du peuple gabonais, c'est l'intérêt du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une fois qu'on a fait ça, nous avons répondu à sa vision, nous avons réussi. Et nous ne devons pas nous servir, mais servir les Gabonais, les compatriotes. Et changer de paradigme, aller au résultat visible et palpable et temporel. Merci à vous, Monsieur le ministre gabonais en charge des transports, de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat, Léon Armel Bounda Balondi, de nous avoir reçus. Avec vous, nous avions pour thème quelle politique efficace pour régler les questions du transport et de la route. Au Gabon, bien sûr, nous avons fait le tour de votre département ministériel. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la suite de ce programme. Vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24, l'actualité d'ailleurs est en continu. Vous pourrez suivre cette émission via nos réseaux sociaux. Mon équipe et moi vous disons merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.